Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Comment a évolué la publicité et l'écosystème publicitaire ces 30 dernières années ? Bruno Liès, consultant et fin connaisseur des médias belges et français, retrace avec Pierre-Nicolas Schwab les moments clés de l'histoire publicitaire récente. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste des médias. Je reçois Bruno Liès en direct de Bruxelles. Il est consultant senior en marketing des médias et en études consommateurs. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre-Nicolas. Et merci de nous avoir rejoints. Avec vous aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu un topo sur l'état de l'art en ce qui concerne la publicité et en particulier la publicité digitale. Vous avez 30 ans d'expérience dans les médias et donc je me suis dit que c'était à vous que je devais demander de retracer un petit peu l'histoire de la publicité en Belgique, en France, dans le monde francophone. Comment est-ce que vous avez vu justement cette évolution depuis les années 80 ? Alors en effet, 30 ans, une seniorité qui dans ce cas-ci permet d'avoir une vision long terme, c'est le cas de le dire, avec une coïncidence assez intéressante, c'est que c'est en 1989 que la publicité s'est libéralisée sur les antennes de télévision belge. RTL diffusait déjà de la publicité, mais en fait, administrativement, à partir du Luxembourg. Donc, on peut dire que la publicité massive, pour l'appeler ainsi, a véritablement démarré il y a exactement 30 ans en Belgique. Bien entendu que la publicité existait déjà par d'autres anciens linéaires ou physiques, à savoir l'affichage et la presse, le cinéma et d'autres médias comme la radio également, mais dans une moindre mesure par rapport à aujourd'hui. Donc, je dirais que là, notre marché, c'est la même chose pour la France, en fait, à quelques années près, a véritablement explosé sur le plan d'utilisation de la publicité dite classique. C'est un premier palier, la libéralisation de l'audiovisuel en Europe, en fait, durant lequel la publicité s'est véritablement professionnalisée pour la partie média. C'est d'ailleurs à cette époque, il y a une trentaine d'années, que dans les différents pays d'Europe, les agences médias ont vu le jour aux côtés des agences de publicité. À savoir des spécialistes, des experts dont le métier consistait uniquement à planifier les campagnes, à acheter de l'espace média et à diffuser les campagnes. Ce qui nécessitait des études assez lourdes, assez nouvelles, des softwares aussi, des programmes informatiques dédicacés en mode sur mesure, et finalement des structures au global indépendantes des agences de pub, avec notamment le principe d'ailleurs de la loi Sapin en France, qui, pour prôner de la transparence entre les différents acteurs, autorisait les annonceurs à acheter directement l'espace média, mais malgré tout, via les bons soins de planificateurs en agence média. Donc en 89, libéralisation, qu'est-ce qui se passe en 90 et quels sont les changements qu'on observe tout de suite à la libéralisation ? Alors, comme je le disais, du professionnalisme et qui se traduit par l'établissement de nouveaux outils de mesure, parce qu'il faut bien le dire qu'auparavant, on étudiait l'audience des médias en Belgique comme en France à partir de questionnaires papier et d'enquêtes réalisées en face à face. Là, l'audimétrie en Belgique et l'audimat en France voient apparaître des nouvelles technologies pour la mesure aussi de l'impact publicitaire instantané. On voyait les audiences varier après quelque temps pratiquement en temps réel. On peut dire que ça préfigurait un petit peu ce que le digital marketing allait nous réserver 15 ans plus tard. Alors justement, le marketing digital, il arrive vers quelle année, Bruno ? Au début des années 2000, donc une grosse décennie plus tard, de nouveau sur l'axe francophone européen, dirons-nous, ou partout en Europe. On peut estimer que le networking, comme on l'appelait à l'époque, a véritablement pris son essor, mais très lentement, il y a une bonne quinzaine d'années. Donc c'est vraiment la deuxième révolution du monde publicitaire, c'est 2005. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe comme changement au sein de l'écosystème publicitaire ? On va dire une forme de nouvel effet plateau. Donc l'industrialisation de la pub et des indicateurs et des outils qui accompagnent s'est fait en 2 temps au cours des 30 dernières années. Et donc le digital, un petit peu comme la télévision lors de la génération business précédente, va voir l'explosion de spécialistes dont on a voulu à un moment donné faire cumuler les responsabilités avec les anciens médias, pour les appeler ainsi, et ça n'a pas fonctionné. Donc à nouveau, le secteur a créé des entités dédicacées qui sont devenues de véritables sociétés avec une explosion de possibilités assez rapidement. Pendant 3-4 ans, ce sont les formats display, les bannières, les banners, qui ont dominé des investissements restant très réduits finalement. Le digital marketing, c'est-à-dire
le netvertising restait la cerise sur le gâteau dans les stratégies médias. Et au bout de 3-4 ans, il y a eu une forme d'accélération, notamment d'ailleurs parce que le coût contact, qui est l'indicateur premier en termes de planification des médias publicitaires, se montrait extrêmement avantageux, voulant dire qu'il était très peu cher finalement de solliciter un consommateur par un message via de la vidéo en ligne en comparaison de la télévision classique. Alors aujourd'hui, de quelle proportion, de quel pourcentage d'investissement parle-t-on en termes digital ? On dit que la pub traditionnelle est remplacée de plus en plus par le digital. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Non, il faut nuancer. Tout d'abord parce que le budget-temps des médias a augmenté considérablement depuis une génération. Le budget-temps, c'est quoi ? C'est le nombre d'heures moyen que le consommateur, l'audience, en fait, consacre par jour à son exposition aux médias. Donc, les médias se sont principalement cumulés, ils se sont additionnés. D'accord ? Donc, aujourd'hui, en Belgique, par exemple, je crois que c'est la même chose chez nos voisins français, nous sommes toujours à hauteur de 3h30 d'exposition à la télévision par jour moyen, alors que les réseaux sociaux représentent 1h15. En même temps, parfois, on appelle ça le multitasking, parce que 40% des gens environ manipulent leur smartphone pendant qu'ils s'exposent au programme télé. Et donc voilà, il n'y a pas eu de concurrence agressive qui soit observable. Du côté de la presse quotidienne, par exemple, 55% des contacts avec les journaux quotidiens par jour se font via les accès digitaux, à savoir les apps et les sites web. Après, que ce soit des contenus gratuits ou payants, ça c'est une autre histoire. Mais donc, la transformation digitale a vu se mélanger un petit peu tout ça avec une augmentation sérieuse de l'exposition aux médias par les individus. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser cette exposition et rentrer dans un petit peu plus de granularité pour observer comment la consommation des médias diffère en fonction de l'âge des consommateurs ? Oui, c'est en fonction de l'âge, en fonction des centres d'intérêt, en fonction des conditions sociales, des contextes, etc. Et là intervient une notion importante et relativement récente, c'est la notion d'engagement. Parce que, pour reprendre mon propre exemple, si vous êtes sur votre smartphone, en même temps que vous regardez la télévision, il est clair que votre engagement mental, votre disponibilité psychique n'est pas la même, de la même manière qu'on n'écoute pas la radio 4 heures attentivement par jour, comme en témoignent les études, 75%, l'écoute est distractive. Donc il y a un aspect qui intervient d'ailleurs dans les études, les mesures d'audience, qui intervient, c'est le degré d'engagement au contenu, ce qui intéresse particulièrement les publicitaires et les marques annonceurs, parce que pour que votre message publicitaire soit bien intégré, il faut effectivement que l'exposition aux médias, ce qu'on appelle le contexte, soit attentive et donc engagée. Dans un autre podcast, je recevais le spécialiste de la société Deloitte en matière de distribution des médias et en matière publicitaire, et il nous expliquait que les jeunes particulièrement se désintéressent de la télévision classique, qu'on observe une baisse de leur consommation de télévision classique au profit du smartphone, et donc je suppose que ces cibles sont particulièrement distraites ou à cause du multitasking, elles sont particulièrement compliquées à mobiliser. Alors, à nouveau, il faut relativiser, ce qui est normal, parce que des consultants généralistes comme Deloitte n'ont pas nécessairement les sources complètes pour pouvoir bien interpréter les comportements spécifiques. Ici, on se rend compte que les jeunes adultes ont toujours été très distants de la TV linéaire et également de la radio FM. Je m'explique. Entre 18 et 25 ans, ce qui correspond plus ou moins aux études supérieures pour la majorité des jeunes ou au premier emploi, les gens, donc les jeunes adultes, ont des comportements médiatiques atypiques et ils l'ont toujours été. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des lecteurs intensifs de journaux quotidiens. Et il y a 30 ans, ils n'étaient d'ailleurs pas très engagés à la télévision non plus, pour paraphraser ce que je viens de dire, parce qu'ils sortaient, parce qu'ils ont des activités incroyablement diversifiées et qui ne sont pas calés sur le sofa du salon. En revanche, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'ils franchissent l'étape de vie suivante, qui est de s'installer par exemple en couple pour une grande partie et d'avoir le premier enfant, ils retrouvent un mode de consommation média linéaire et un tout autre rythme de vie. Donc il n'y a pas une déconnexion historique qui fait que plus jamais ces jeunes adultes ne reviendront aux médias linéaires, c'est lié à leur style de vie temporaire et pas à l'époque, si je puis dire. Donc, je rejoins tout à fait sur ce point-là. Toutefois, une petite nuance, c'est que une étude récente de la BBC, enfin récente, elle a quand même 2 ans, montrait que si les jeunes adultes revenaient à la radio
lors de l'entrée dans la vie active, aujourd'hui, ce retour à la radio et aux médias traditionnels se fait de moins en moins. Donc, il y a vraiment une désaffection ou une perte d'intérêt pour le média radio traditionnel de la part des jeunes. Donc, est-ce qu'on n'est pas quand même en train de perdre un petit peu de terrain par rapport à cette jeune cible? Voilà. Donc, vous avez raison, il faut nuancer la nuance, c'est-à-dire que le décrochage des jeunes les incite aujourd'hui à apprendre à consommer les médias autrement, et que c'est vrai que quand on est dans du pay-per-view, c'est-à-dire du contenu à la demande en télé, et qu'on est dans du podcast principalement, un sujet que vous connaissez bien, c'est difficile après de revenir à un mode de consommation non distinctif, non personnalisé. Et donc là, effectivement, il y a une perte progressive, mais substantielle quand même, qui est en train de s'observer d'après les études. Donc on est dans un paysage stratégique, un paysage marketing, un paysage business qui change fortement, qui n'a peut-être jamais autant changé qu'en ce moment. Comment est-ce que les modèles de revenus publicitaires s'adaptent à ce paysage changeant? Alors en fait, il y a plusieurs paramètres qui interviennent, mais très clairement, la façon dont vous réalisez une campagne en digital marketing est très différente de l'achat des médias classiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais le simple fait du big data, c'est-à-dire le simple fait d'avoir vos audiences qui sont directement lisibles en temps réel, non seulement les audiences, mais également les réactions des audiences, à savoir le clic, tout simplement d'un vidéo ou d'un format display, ou même la durée de l'exposition à un message, que l'on clique ou non, on peut vérifier en temps réel si la personne lit le message publicitaire ou non. La première petite révolution interne, je dirais, dans la mesure des médias et en lien avec la rémunération, c'est la performance. Donc on ne parle plus de contacts probables, de contacts virtuels et d'audience extrapolée à partir d'études. Ici, on peut compter un par un les consommateurs qui s'intéressent à un message et qui réagissent à ce message. On peut même suivre d'ailleurs les conversations qu'ils ont suite à l'exposition à ce message, et le tout est chronodaté, c'est-à-dire que vous pouvez en faire des statistiques par moment de la journée et jour de la semaine. Donc du coup, les annonceurs, les marques en ont profité pour changer de modèle et pour aller rémunérer les intermédiaires aux résultats. Justement, là, c'est une pression supplémentaire qui s'exerce sur des agences médias qui auparavant opéraient peut-être pas dans l'opacité, mais sans doute avec moins de contrôle de la part de leurs clients. Je dirais que la pression est toute relative si vous êtes bien équipé. Donc, il y a des outils de mesure qui vous permettent d'optimiser vos campagnes. À nouveau, comme la télévision des années 90, vous avez des spécialistes à bord qui ont parfois un profil d'ingénieur en informatique, il faut bien le dire, et ces personnes ont pour boulot d'optimiser la campagne en temps réel. Donc, cette pression est l'objectif principal de leur travail, et pour autant que vous soyez bien équipé avec de bonnes ressources humaines et technologiques, vous parvenez à tenir la route dans le mandat que les annonceurs vous donnent. Donc, quel est le futur un petit peu de la mesure de l'efficacité publicitaire et vers quel modèle de revenus s'oriente-t-on dans les prochaines années? Il s'agit de deux choses différentes. Pour les modèles de revenus, je voudrais ajouter qu'à côté de l'évolution d'un planning ou d'un achat média à la performance, c'est-à-dire au résultat, il y a aussi le développement d'un certain nombre de métiers que l'on pourrait qualifier de consulting, de consultance, où de manière forfaitaire ou par heure, les spécialistes concernés vont carrément parfois donner des formations chez l'annonceur, ou en tout cas donner du conseil, notamment pour le search organique, c'est-à-dire l'optimisation des résultats de recherche à partir des visites de votre site web. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques. On évolue en tout cas beaucoup plus vers un autre modèle que la commission à l'achat, qui est devenu finalement un modèle assez creux et vide de sens, vu l'évolution de Big Data. Alors, par rapport à l'évolution des métiers, très clairement, on va vers une évolution de multispécialistes, vu les possibilités, je dirais, presque infinies du digital et de ces possibilités. Les médias linéaires restent quand même assez dominants dans les plans, avec 45 à 50% des budgets, là où tout ce qui relève du digital marketing, dont une partie d'ailleurs correspond à la déclinaison des anciens médias en plateforme web, s'élève à environ 40%. Alors, pour mesurer tout ça, c'est assez compliqué parce que vous aurez noté au passage que je n'ai pas parlé des 15-20% qui restent, qui parlent de relations publiques, de sponsoring, etc., lesquels efforts marketing représentent aussi un budget potentiellement très important selon ce que vous sponsorisez. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut tout mesurer.
Et le big data, le networking de l'époque, nous ont appris comment réaliser des comptages exhaustifs et comment mieux et plus se préoccuper des performances. Ce sont des démarches méthodologiques qu'on a pu appliquer aux médias dits above the line, c'est-à-dire les médias de masse. Et donc aujourd'hui, les agences médias et les annonceurs et les bureaux d'études essayent d'attribuer un poids à chaque moyen de communication utilisé par une marque, que ce soit le sponsoring terrain, la promotion point de vente, ce que vous pouvez trouver sur l'écran de votre laptop ou de votre smartphone, et également la publicité des anciens médias de masse. Aujourd'hui, on essaye de mieux tout mesurer, avec quelques belles surprises et quelques découvertes à l'arrivée d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le modèle d'attribution totale. Exactement. Donc, on va attribuer un poids à chacun des touchpoints. C'est le terme utilisé par les publicitaires désignant le point de contact entre un consommateur et un message de la marque, ce qu'on appelait avant la pub, mais qui dans son acception traditionnelle est trop restrictive. Comment justement rendre la publicité plus efficace? On a parlé de la part de cerveau disponible, je pense que c'est le lait qui en avait parlé il y a de nombreuses années maintenant, et vous nous avez clairement expliqué que le fait de faire du multitasking, le fait d'utiliser plusieurs écrans à la fois, empêchait que le message publicitaire soit retenu. Alors, c'est un défi qui est énorme pour les marques, pour les annonceurs. Comment vont-elles le relever? Alors en effet, via les dizaines de points de contact possibles dans les médias de masse en digital et dans la vie physique, sur le terrain, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'il y a une échelle liée à cet effet d'engagement. Donc là, on n'est pas dans les chiffres et dans les mathématiques, on est dans du psychologique. Et en fait, la démarche publicitaire au sens large relève finalement d'une entreprise de séduction, j'ai envie de dire. Et il y a moyen de séduire d'une façon efficace ou d'une façon brutale, ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, plus que jamais, et auprès des jeunes adultes dont on parlait tout à l'heure, il est devenu difficile par la publicité de solliciter le consommateur. Il est a priori bloqué, je dirais, à 50% par la majorité des sollicitations des marques. C'est un nouveau challenge. J'ai envie de dire, trop de pub tue la pub, mais c'est pas uniquement une question de nombre. C'est une question aussi d'intrusion dans la vie des individus. Donc les formats publicitaires sur les réseaux sociaux, et chacun peut faire son analyse par rapport à son propre vécu via notamment un réseau social bien connu, eh bien, ces intrusions publicitaires, si elles sont classiques et qu'elles ne respectent pas le consommateur ni les codes de l'environnement, se verront bloquées. Et ça, c'est un petit peu l'ironie du sort. Le big data témoignera tout de suite des blocages éventuels du consommateur par rapport à certains formats publicitaires, et on le constate aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, pour être efficace, il faut plaire aux audiences et éviter des désagréables pour le consommateur. Et c'est la même histoire depuis 30 ans, c'est diffuser le bon message avec une bonne promesse, une pertinence, à la bonne personne au bon moment, dans le bon environnement. Ça fait quand même beaucoup de conditions, et je dois avouer que souvent, plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées. Alors, si on parle, par exemple, des publicités vidéo, que ce soit le pré-roll, le mid-roll ou le post-roll, leur efficacité est vraiment très très basse. La plupart des personnes qui sont confrontées ont tendance à éviter la publicité lorsqu'on peut l'éviter, c'est-à-dire à skipper, et ceux qui sont obligés de la regarder n'en retiennent rien. Alors, est-ce que c'est pas justement paradoxal, et comment, pour ce format spécifique, peut-on essayer d'augmenter l'efficacité ou en tout cas la souvenance du message publicitaire? Alors, je vais répondre point par point. Ça n'est pas paradoxal dans la mesure où il ne faut pas croire que au plus un moyen publicitaire est récent et technologique, au plus il est efficace. Pour reprendre l'exemple du pré-roll, c'est-à-dire les fameuses petites vidéos publicitaires qu'on a avant les montages vidéo qu'on peut voir en ligne, si vous les comparez leur efficacité à la pub TV classique, celle-ci, au contact, reste nettement plus efficace. Vous avez environ 75% de rejet actif des vidéos en ligne, des vidéos publicitaires en ligne, là où vous avez un désintérêt d'environ 45% par la publicité dite classique. Ce qui fait quand même 30% d'écart entre les deux et qui se mesure cash. Alors, vous avez également plus de 90% des individus qui ne regardent pas les publicités en ligne vidéo jusqu'au bout. Ceci dit, les annonceurs, les marques et leurs intermédiaires ne payent pas si le message n'a pas été diffusé jusqu'au bout. Mais en termes d'efficacité, c'est quand même l'indication que quelque chose ne fonctionne pas. Alors à ce sujet, je vous donne un exemple.
il y a deux principes qu'il faut respecter pour qu'un vidéopub soit regardé jusqu'au bout, ou en tout cas après 2 secondes. C'est que dans les 2 premières secondes, l'audience, le lecteur du format pub vidéo en ligne, doit savoir qui s'adresse à lui, donc la marque, et quelle est la promesse ou quel est l'avantage ou le point de séduction qui peut être tout à fait dans l'émotion comme pour un parfum, qui pourrait le retenir pour aller plus loin. Un petit peu comme les premières pages d'un livre qui vous incitent à aller voir plus loin. Or, dans 90% des cas, ces règles ne sont pas respectées. Et comme dans les formats pub TV classiques, les signatures, les marques et les promesses arrivent à la conclusion du format, du coup, en termes de productivité, c'est le drame. C'est tout à fait paradoxal. D'un côté, on a des agences publicitaires qui sont de plus en plus rémunérées à la performance. De l'autre côté, on a des annonceurs qui veulent que leur message publicitaire soit gardé en mémoire par ceux qui le voient. Et vous êtes en train de nous dire que dans 90% des cas, les publicités sont mal conçues et ne possèdent pas les prérequis pour que ceux qui les regardent se souviennent du message. Oui, et j'ajoute que donc, par rapport à des contacts en pub télévision classique, mais il faut que l'audience concernée soit là, on dit la cible, c'est nettement moins productif qu'avant. Alors, le problème, il est double, parce que d'où vient le souci et quelles seraient les solutions? Il y a des guidelines, il y a des codes de communication à respecter qui sont propres à la pub TV en ligne et qui sont complètement distincts de la pub TV classique. Donc, il faudrait peut-être effectivement que les responsables de production et de conception respectent l'ensemble de ces codes, à l'instar de l'exemple que j'avais cité juste avant pour les premières secondes auxquelles les consommateurs s'exposent. Et ensuite, dans le secteur de la publicité, où je travaille depuis 30 ans, je me rends compte qu'on écrit un petit peu sur du sable. Il n'y a pas véritablement de capitalisation du savoir, ou c'est très limité. Et donc, pour maîtriser ces règles et les appliquer, il faudrait peut-être qu'il y ait une plus grande préoccupation des enseignements, des études qui ont été réalisées depuis longtemps. J'ai l'impression quand même que le marketing intuitif, à tous les niveaux de la chaîne, domine, que malheureusement, soit on ne réalise pas suffisamment d'études, soit on ne les utilise pas assez. Évidemment, c'est un nombre d'études qui vous parle, et que moyennant le respect de ces codes que les recherches nous ont enseignés, on pourrait optimiser, on va appeler ça comme ça, le dialogue avec le consommateur et les marques. Alors, une question pour conclure ce podcast, une question qui est relativement large, concerne le futur du modèle publicitaire. On voit des modèles émerger sans pub. Bien entendu, on pense à Spotify, on pense à Deezer, mais on pense aussi à YouTube qui a lancé une offre premium sans publicité. Est-ce que ce modèle sans publicité a vraiment un avenir? Est-ce qu'on va progressivement assister à l'émergence de canaux parallèles au sein desquels les consommateurs paieront pour ne plus voir de publicité? Alors, il est évident qu'il y a quand même un revenu quelque part. Et c'est un peu le principe de la souris qui meurt parce qu'elle pense que le fromage est gratuit. Lors des pièges que vous mettez chez vous, par exemple. En fait, les revenus indirects proviennent de la location des datas, généralement. Bon, tout d'abord, de la publicité sur Spotify, il y en a quand même un petit peu de temps en temps, donc il y a des transgressions par rapport à ça. Il peut y avoir de la présence de marques via du sponsoring de contenu, donc c'est discret. C'est pas de la publicité classique, mais c'est quand même du marketing. Et surtout, ces plateformes intermédiaires utilisent leurs data, sans trop rentrer dans le détail en tant que second ou third party, voulant dire, elles stockent des données sur les consommateurs, qui sont nombreuses comme vous l'imaginez, pour les relouer aux publicitaires, leur permettant d'envoyer des publicités ciblées par après. Sauf que le législateur, en Europe en tout cas, veille, et que la loi, la directive GDPR de protection des données personnelles a durci un petit peu le ton, et que de moins en moins, ces plateformes ont la possibilité de relouer à l'envi l'ensemble des informations dont elles disposent sur le consommateur. Donc, à terme, pour cette raison-là, et aussi parce que je pense qu'il y a trop d'acteurs sur le marché, il va y avoir un éclaircissement dans l'offre, et que le modèle, pour moi, va revenir à un concept plus premium, style LinkedIn, où vous avez quand même d'une part de la publicité qui revient et d'autre part un petit pourcentage de l'audience qui paye pour un tarif premium. Est-ce que vous croyez que Netflix lancera dans le futur une offre freemium ou freemium qui sera un petit peu sponsorisée par la pub, ou est-ce qu'ils vont rester sur un modèle complètement payant? Alors, ce qui est amusant, et pour
mieux répondre encore à la question précédente aussi, c'est que des Netflix vont rejoindre par le bas les modèles des télévisions classiques comme TF1, France Télévisions ou RTL en Belgique qui descendent du haut. Je m'explique. Il n'y aura pas un modèle unique. Donc, si je devais leur donner un conseil, c'est d'adopter un modèle mixte. C'est-à-dire d'avoir une partie de contenu qui bénéficie, si j'ose dire, de publicité classique, des zones plus privatives ou des catégories de contenu plus premium où il n'y aurait que du sponsoring discret vu que ce serait compensé par un abonnement. Et le tout serait aussi subsidié par du pay-per-view où finalement vous ne payeriez que pour les éléments de contenu qui vous intéressent vous en tant que téléspectateur. C'est un chemin que Netflix est en train de faire vers le haut, voulant dire qu'ils vont proposer les 3 modèles à la fois, tandis que des groupes comme TF1 auraient tout intérêt à rentrer aussi dans une logique en partie payante à l'unité, parce que la publicité dite classique sur les émetteurs linéaires bientôt ne permettra plus de subsidier aux frais de fonctionnement des télévisions. J'ai pas eu l'occasion de le dire quand on parlait tout à l'heure du recul lent mais réel des audiences des TV linéaires. On rentre ici dans un cercle vicieux où, comme le revenu publicitaire diminue, ce qui est historique depuis 30 ans, ces groupes d'émetteurs disposent de moins de revenus pour des productions propres, alors que c'est ce qui les différencie par rapport à toutes les autres plateformes internationales. Et donc là, pour pouvoir retrouver de la valeur ajoutée et des budgets, les grands acteurs de l'audiovisuel français et belge ont intérêt à diversifier aussi leur modèle business et à intensifier, parce que ça existe déjà, les accès payants qu'ils proposent. Merci Bruno pour cet exposé passionnant sur le passé, le présent et le futur des médias et de la publicité. Et j'espère vous recevoir de nouveau dans un futur podcast. Merci Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.